Combien sont-ils encore à croire en la libération de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo? À Paris, nous avons rencontré le secrétaire national chargé de l'administration et de l'organisation des manifestations au FPI. Dans cette entrevue vérité, M. Akoyi Kakou Innocent, également président du Conseil général de Grand Bassam, nous situe sur l'état d'esprit des Ivoiriens et des militants du FPI à moins d'une semaine de l'ouverture d'audience de confirmation des charges retenues contre leur mentor Laurent Gbagbo, détenu à la prison de La Haye depuis novembre 2011. Bonjour M. Akoyi. Bonjour. Peut-on savoir l'objet de votre présence actuellement à Paris? Je voudrais d'abord vous dire sincèrement merci de l'opportunité que vous me donnez pour m'exprimer sur un certain nombre d'éléments inhérents au fonctionnement de notre pays et certainement de notre parti. Mais il faut dire que je suis en mission officielle pour le compte du Conseil général du département de Grand Bassam. Je vais de ce pas en Italie, ensuite en Espagne, et puis je reviendrai sur Paris et certainement que je profiterai de cette occasion pour me rendre à La Haye et assister à l'audience du président Laurent Gbagbo le 18 de ce mois. Cela ne devrait pas nous surprendre, mais revenons déjà à un autre événement qui est la 3e convention, en tout cas du Fonds populaire ivoirien qui a eu lieu le mois dernier. Concrètement, qu'est-ce qui en est sorti de cette convention-là? Oui, il faut noter que bien avant cette convention, le FPI a organisé plusieurs manifestations qui du reste ont été réprimées. Vous avez Koumassi, il y a eu Port-Boué, il y a eu Benoît, et puis le 21 janvier à Koumassi, où nos militants ont été non seulement dispersés, mais certains ont été brutalisés, et il y a eu même mort d'homme. Il fallait donc que le parti trouve une autre occasion pour réunir nos militants, pour leur redonner confiance et redynamiser le parti. Donc c'est une des raisons qui a amené le parti à organiser la convention. Mais il faut dire qu'au-delà de la convention, il y a des décisions qui ont été prises. Et j'ai pu dire que jusqu'à ce jour, les actes de la convention sont en rédaction. Et je pense qu'une fois que tous ces éléments seront mis en forme, il y aura donc la mise en œuvre de tout ce qui aura été pris comme décision. Donc c'est ce que nous attendons. Les actes, ça fait bientôt un mois. Beaucoup s'attendaient en tout cas à beaucoup de changements. Est-ce que c'est prévu? Ben, écoutez, je pense qu'il faut attendre la publication des actes pour voir qu'il y a des décisions qui ont été prises, mais par ordre de priorité, eh bien, il y aura une mise en œuvre de toutes ces décisions-là. Revenons à cette polémique de nomination, en tout cas des représentants du FPI en charge de collecter des fonds. Ça fait un grand bruit à Paris. Et quel en est concrètement au niveau de la direction du Fonds populaire ivoirien à Abidjan? Mais je pense que pour le fonctionnement du parti, on peut donner mandat à un militant à un moment bien précis pour mener une activité. En principe, ça ne devrait pas créer de soucis parce que avec les difficultés de fonctionnement liées au manque de trésorerie que nous connaissons à Abidjan, à un moment donné, nous avons pensé qu'il était nécessaire peut-être de voir avec nos amis de la diaspora s'ils pouvaient avoir un petit collecte d'argent. Et je pense que c'est rien que pour ce souci-là que cette décision a été prise par le secrétariat national chargé justement de la gestion financière. Donc ça peut arriver et il ne faudrait pas faire de cela un événement au point où on pourrait croire que la représentation initiale n'existerait plus. Non, ce n'est pas du tout cela. C'est une décision qui a été prise par le secrétariat national, un secrétariat national. Donc ce n'est pas la direction du parti qui a pris une décision pour dire que la représentation n'existe plus et qu'on a nommé un nouveau représentant. C'est loin de cela. J'avais envie de vous dire, finalement, vous êtes encore en Côte d'Ivoire, le FPI joue son rôle de parti d'opposition désormais, certainement, face à un pouvoir du RDR, on va même dire du RHDP. On connaît aussi les revendications, en tout cas de votre parti, à la veille des législatives. Vous avez souhaité, en tout cas, que le pouvoir en place vous satisfasse, parce qu'avant d'aller aux législatives, notamment
en ce qui concerne le financement des partis politiques et autres doléances. Actuellement, ou pour ne pas dire aujourd'hui, où en sont ces doléances-là? Mais écoutez, ce que nous demandons, c'est ce que tout pays, chaque président devrait mettre en place pour le bon fonctionnement même des règles démocratiques de ce pays. Ce que nous demandons, je pense que c'est ce qui nous avait été demandé même par l'URDR au moment où vous étiez, par l'URHDP au moment où vous étiez dans l'opposition, à savoir le bon fonctionnement de la commission électorale indépendante, même sa composition, le financement des partis politiques qui avait été initié par le président Laurent Gbagbo, et même le RDR qui n'avait pas de représentant à l'Assemblée nationale avait bénéficié en son temps de ce financement. Et contre toute attente, on a voulu nous faire du chantage avec le reliquat de 125 millions qui était le reliquat de l'année 2010. Chaque parti ayant déjà perçu sa quote-part, il était nécessaire pour nous, et pour des questions de justice et de fonctionnement démocratique, qu'on nous mette à disposition ce montant-là. C'est ce qui a été fait, mais ils ont fait croire que nous avions encaissé cet argent pour aller aux élections, et puis au dernier moment, 125 millions pour un parti politique, je ne sais pas si on peut s'imaginer ce que c'est, mais c'est rien du tout. 125 millions ne peut pas faire fonctionner à temps plein un parti politique. Je crois qu'il faut aller au-delà. Et surtout, nous invitons le parti au pouvoir, sinon les partis au pouvoir, à respecter les règles du jeu. Ça a été institué. Pourquoi vous dites les partis au pouvoir? Ben, vous avez à l'intérieur du RHDP, vous avez plusieurs partis. Vous avez le PDCI, vous avez le RHDP, vous avez le RDR, le MFA, ainsi de suite. Donc c'est pour ça que j'ai dit les partis. Il y a plusieurs partis au pouvoir. Et donc, il faudrait qu'ils acceptent le jeu démocratique tel qu'ils l'avaient réclamé eux-mêmes et qu'ils donnent tout ce qu'il faut, comme l'a fait toujours le président Laurent Gbagbo en nous mettant à disposition ces fonds-là, ces financements. J'ai dit que pour le compte de l'année 2011, les autres partis ont perçu leur quote-part, mais le FPI, toujours rien. 2010, rien. Et donc, nous sommes à ce niveau de discussion. Ça veut dire que les législatives, ça veut dire que les municipales, les départementales, c'est encore un boycott? Non, pas du tout un boycott. Ne pensez pas que c'est de notre fait si nous n'allons pas aux élections. C'est parce que les gens ne veulent pas que nous allions aux élections que nous ne participons pas. Parce qu'il y a des conditions élémentaires qu'il faut remplir. Et tant que ces conditions élémentaires ne sont pas remplies, ce serait vraiment difficile pour nous. Alors, quelles sont ces conditions? Mais il faut des candidats. Si nos potentiels candidats sont en exil, je ne peux pas comprendre comment nous allons leur demander de venir, parce que quand ils viennent, on les met en prison. Quand on regarde la composition de la CEI qui a déjà fini sa mission et qui devrait être renouvelée, mais si toutes ces conditions minimales ne sont pas respectées, il nous serait vraiment difficile d'aller à ces élections. Mais ce ne serait pas de notre fait. Nous, on veut y aller. Mais pour autant, vous êtes parti au dialogue républicain à Grand Bassam. À l'ouverture, après mais oui, à l'ouverture, il y avait la délégation du FPI qui était allée en tant qu'observateur. Et c'est ce qui a été fait. Et donc, je pense que le parti a écrit... Est-ce que c'était comme ça, c'était décidé ou pas? Avant cette, on va dire avant cet événement, est-ce que vous avez dit clairement au parti au pouvoir que vous y allez en tant qu'observateur, ou bien c'est sur le champ? C'est sûr, c'est pendant la séance que vous avez déclaré que... C'est le FPI qui a toujours réclamé justement ce dialogue républicain. Et le FPI a toujours écrit en déposant pour la première fois nos revendications entre guillemets au président, au chef de l'État Alassane. Et chaque fois qu'il n'y a pas de réponse... Vous dites président, chef de l'État, c'est la même chose. Ok, d'accord. Donc vous le reconnaissez en tant que président de la Côte d'Ivoire? C'est le chef de l'État, c'est exactement la même chose. Vous interrogez un juriste, c'est exactement la même chose. Donc nous avons déposé nos revendications auprès du chef de l'État qui nous avait reçus en son temps. Et on avait préconisé à cette époque-là une commission qui allait regrouper des membres du FPI et puis des membres justement du parti au pouvoir. Et je crois qu'à 2 reprises, nos représentants ont rencontré le ministre Ahmed Bakayoko, mais véritablement ça tournait très court. Mais nous avons relancé, et tout dernièrement, le FPI a été reçu par le Premier ministre à Oussou.
et qui a indiqué que ce dialogue allait se poursuivre le 13 juillet. Donc nous attendons. Actuellement, on connaît l'actualité en Côte d'Ivoire. Ce sont ces bruits de porte à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Quelques semaines avant, il y avait Human Rights Watch qui avait sorti un rapport et qui avait indexé, en tout cas le FPI, comme étant derrière tout ce qui s'est produit aujourd'hui dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Oh, mais c'est des affirmations gratuites, parce qu'ils affirment des choses sans apporter les preuves, et nous n'avons jamais, au niveau du FPI, le FPI ne s'engage pas dans ce genre de pratiques, puisque nous avons réclamé toujours le dialogue. Pendant plus de 40 ans d'existence du FPI, le FPI n'a jamais eu de branche armée, donc ce sont des choses qui sont loin de nos pensées. Et on parle des miliciens pro-Gbagbo, ceux qui ont combattu à vos côtés lors de la crise de 2010-2011 et qui sont retranchés dans les forêts à l'ouest. Mais nous, le FPI n'a jamais eu de branche armée. N'a jamais eu de branche armée, donc s'ils parlent de miliciens, ça veut dire qu'ils les ont vus, ils ont discuté avec eux. Il faut qu'ils apportent des preuves, mais aujourd'hui, même quand il y a des dissidences entre les FRC, automatiquement ils deviennent des pro-Gbagbo. C'est ça qu'il faut constater en Côte d'Ivoire. Donc le FPI a fait une déclaration pour dire qu'il est loin de ce genre de pratiques. Très bientôt, c'est l'AE, c'est le 18 juin, en tout cas 2012, que va s'ouvrir l'audience de confirmation de votre chef, de votre mentor, en tout cas Laurent Gbagbo, dont vous réclamez. Aujourd'hui, quel est l'état d'esprit des militants du FPI à Abidjan? Mais il faut dire toute la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas seulement les militants du FPI, mais toute la Côte d'Ivoire. D'après leurs chiffres, le FPI a 46% de la population. Mais imaginez-vous que le 18, la vie s'arrête à Abidjan. Et c'est ce qui va se passer en Côte d'Ivoire. Le 18, tous les Ivoiriens vont arrêter de travailler, vont cesser de travailler et auront les yeux, les oreilles tournées vers la haie pour voir un peu qu'est-ce qui va se passer. Parce qu'on souhaite, pour une reprise effective des activités en Côte d'Ivoire, que le président Gbagbo soit purement et simplement relaxé et qu'il revienne en Côte d'Ivoire. Et c'est le vœu de tous les Ivoiriens, quel que soit leur bord politique. Parce que depuis un an de fonctionnement du RHDP au pouvoir, rien n'a changé. Au contraire, les Ivoiriens sont devenus très pauvres. Très pauvres, les denrées alimentaires coûtent excessivement cher, on ne peut rien faire. Et donc, tout le monde pense que Gbagbo reviendra pour sauver la Côte d'Ivoire. Et si cela ne se passe pas comme vous le souhaitez? Ben, écoutez, nous souhaitons que cela se passe. C'est ce que nous souhaitons. Mais pourtant, tout le monde le sait, pour le bonheur de la Côte d'Ivoire, pour le bonheur de l'Afrique occidentale, je pense que c'est cette mesure-là qui serait une mesure de sagesse. Mais pourquoi s'accroche-t-on à un homme? Pourtant, il a eu 10 ans de gestion du pouvoir en Côte d'Ivoire. Le ciel n'est pas tombé sur la Côte d'Ivoire. N'importe qui bidé à gérer ce pouvoir, aussi Guéhi, Oufou Boigny. Pourquoi autant d'engouement, autant de... Gbagbo a appris beaucoup de choses aux Ivoiriens. Il a appris beaucoup de choses aux Ivoiriens. À l'époque, on avait institué le service civique et on apprenait aux gens à vivre. Et je pense que même si ce n'était pas dans le cadre du service civique, Gbagbo a ouvert les yeux de tous les Ivoiriens sur le bon fonctionnement d'un certain nombre d'institutions, sur le bon fonctionnement de l'activité économique, l'agriculture par exemple, le café, le cacao et surtout le caoutchouc qui était à l'époque, il y a un an de cela, avant le renversement de Gbagbo, qui était à 1100 francs le kilogramme. Aujourd'hui, nous sommes à 600 francs le kilogramme. Donc loin de ce que Gbagbo nous a appris. Et il nous a appris à vivre, à aimer son prochain comme soi-même. Et je pense que c'est vrai qu'on était depuis 2002 en guerre, mais la Côte d'Ivoire a toujours fonctionné. Il n'y a pas eu de renvoi de fonctionnaires des entreprises. On payait régulièrement les fonctionnaires. Et je pense qu'aujourd'hui, là, c'est vraiment une politique à plusieurs vitesses. Vous avez des fonctionnaires qui sont jetés à la rue, des entreprises qui ferment, des gens qui travaillent et qui ne sont pas rémunérés. Vous avez des nominations qui tiennent compte pas forcément de son parti politique, mais de son ethnie.
je crois que c'est des choses qui ne sont pas bien appréciées par la majeure partie de la population. Vous savez aussi, comme moi, que sous Gbagbo aussi, il y a eu ce qu'on appelait des manifestations dans la filière café-cacao. On sait aussi que c'est le même Gbagbo qui a permis aujourd'hui à Ouattara d'être candidat en lui attribuant une nationalité ivoirienne. Est-ce que tout cela, vous ne regrettez pas? Ben, si certaines personnes pensent qu'il faut remercier son bienfaiteur par d'autres actions, il faut payer le bien par le mal, nous sommes loin de cette pratique-là. Nous sommes loin de cette pratique. On sait que c'est Gbagbo qui a fait revenir Alassane au moment où le Bédier l'a mis hors de la Côte d'Ivoire, où il avait lancé un mandat d'arrêt international. Je pense que Gbagbo a fait beaucoup de choses. Et je pense qu'en toute âme et conscience, Alassane doit pouvoir revoir sa pensée, sa politique et sa façon de vivre. Nous tendons vers la fin de cette interview. Qu'attendez-vous concrètement de ce procès de Laurent Gbagbo à La Haye? Ben, je l'ai déjà dit. La relaxe pure et simple de Gbagbo, non pas parce que nous sommes ses adeptes et que nous le... Non. Il y a quand même des charges comme lui. Mais pour le il y a quand même des charges. Le procureur au Campo quand même a déposé quand même plus de 11 000 pages de charges. Nous savons qu'au Campo... Il y a quand même une guerre en Côte d'Ivoire, oui ou non? Au Campo, il est payé pour, disons... Accusé. Oui. Même il accuse sans voir. Parce qu'il y a beaucoup de choses de rédiger qu'on lui a donné, qu'il a présenté comme ça. Mais je pense que cela ne relève pas de la réalité et que le président Gbagbo, comme on le connaît, saura trouver les réponses appropriées qui vont le conduire à sa libération, et nous sommes persuadés. Aujourd'hui, Gbagbo est devenu un phénomène. Voilà. C'est devenu un phénomène, pas seulement pour les Ivoiriens, même pas seulement pour l'Afrique, mais pour tout le monde entier, pour les actes qu'il a posés, pour le changement de mentalité des Ivoiriens et des Africains. Il a voulu nous faire comprendre un message très fort que justement les colonisateurs n'aiment pas. Et je crois que c'est ce qui lui vaut aujourd'hui cette place à La Haye, mais il en ressortira. À 67 ans, qu'est-ce que Gbagbo peut-il encore faire? Pourquoi forcément s'accrocher à ce seul homme? Est-ce qu'au niveau du FPI, il n'y a pas d'autres leaders, d'autres... Non, ce n'est pas. Pourquoi? Ce n'est pas un problème de Gbagbo qu'il faut voir, mais c'est l'esprit qu'il incarne. C'est l'esprit qu'il incarne. Vous allez à l'église, mais quelquefois, c'est des faits qui sont passés, mais vous continuez d'aller à l'église, mais c'est ça. Je peux dire qu'aujourd'hui, Gbagbo constitue, j'allais dire, une religion pour nous. C'est une religion pour nous que de suivre Gbagbo aujourd'hui, parce que ça vous permet de connaître la réalité, de savoir ce que vous êtes, qu'est-ce que c'est que l'homme, et c'est très important pour nous. Il nous a appris beaucoup de choses. Donc, ce n'est pas la simple personne de Gbagbo, mais c'est tout ce qu'il incarne. Et c'est ça qui fait courir tous les Ivoiriens. Alors aujourd'hui, là, peut-être qu'il y a certaines personnes qui auraient du mal à vous dire la vérité, parce qu'ils sont de l'autre côté, mais je sais que quand ils se retrouvent chez eux à la maison, dans leur lit, ils prient pour la libération de Gbagbo. Et on en connaît beaucoup. Une dernière question. Quand Gbagbo dit on ira jusqu'au bout, qu'est-ce que cela représente pour vous? Tel que nous connaissons Gbagbo, il y a peut-être des choses qu'il n'a jamais voulu dire, qui relèvent du secret, parce qu'il n'aime pas dire des choses qui font partie des relations de pays à pays. Il n'aime pas mettre ça devant tout le monde, parce que ce sont des choses qu'il faut protéger. Et je pense que quand il a dit on ira jusqu'au bout, c'est peut-être un volet de cet aspect-là, un message, même s'il ne dira rien, mais c'est un message qu'il a donné justement à ceux qui étaient en face, en l'occurrence Nicolas Sarkozy, qui n'est pas aussi propre qu'on le croit. C'est un homme, certainement qu'il a dirigé la France, mais ce n'est pas parce qu'on a dirigé la France qu'on est parfait. Et je crois que c'est en direction de Nicolas Sarkozy et de tous ces démembrements-là qu'il a dit qu'on ira jusqu'au bout. Il a beaucoup de vérités certainement à dire. Et pour cette fois-ci, là, même si c'est des problèmes de secret défense, on souhaiterait vraiment qu'il le dise. Qu'il le dise pour permettre à tout le monde entier de connaître la vérité, de savoir réellement ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Et que c'est vraiment étonnant qu'un pays qui a des règles de fonctionnement avec la France, surtout à cette période-là, un pays qui est attaqué depuis 2002, où la France refuse, malgré les accords, d'intervenir,
et où pendant toutes les négociations, on a voulu affaiblir le président de la République pour donner beaucoup plus de pouvoir à la rébellion. C'est cette même rébellion qu'on voit ailleurs, qu'aujourd'hui on cherche à chasser par les armes, alors que quand il était question de la Côte d'Ivoire, on n'a jamais vu ça. Vous parlez de la situation au Mali? La situation au Mali. On n'a jamais vu ça. Aujourd'hui, celui-là même qui a pris les armes, qui a aidé les autres à faire le coup d'État en Côte d'Ivoire depuis 2002, aujourd'hui, c'est lui qui est contre le changement de régime par la force au Mali. M. Ouattara n'a jamais dit qu'il était le parrain de la rébellion, il ne l'a jamais dit, nulle part. Bien écoutez, nous avons suivi les cassettes entre 2002 et 2010. Il y a eu beaucoup de cassettes de passé où les gens ont clamé haut et fort qu'ils ont pris les armes pour Alassane Ouattara et que c'est Alassane Ouattara qui les finance. Nous avons des cassettes. Les gens parlent de manipulation, sauf qu'en face, le FPI n'a jamais démontré concrètement par des pièces, par des éléments de preuve à charge contre M. Ouattara. Ah non, mais les vidéos sont là. Les vidéos sont là. Les vidéos, on ne les a pas inventées. Non, on ne les a pas inventées. C'est des choses que les rebelles eux-mêmes ont enregistrées, parce que nous, on n'était pas avec eux, qui ont enregistré. Et ils ont fait passer à travers toute la Côte d'Ivoire pour dire qu'effectivement, c'est Ouattara qui les a financés. Et ils ont pris les armes pour qu'ils soient candidats. Ils l'ont dit. Et ils continuent de le dire. Un mot sur le procès de vos camarades qui sont détenus un peu partout dans le nord de la Côte d'Ivoire, le procès qui a déjà commencé. Comment vous suivez ça? Oh, il n'y a pas, le procès n'a pas, enfin, si c'est ça, le procès en tant que tel n'a pas commencé. C'est les auditions qui ont commencé, mais au-delà de tout ça, je pense que nos amis vont être relaxés. Je crois que c'est vrai que nous passons une période difficile, mais quand nous suivons un peu l'histoire... Concrètement, qu'est-ce qui vous tient à cœur? La libération de Laurent Gbagbo ou bien la libération de ceux qui sont en prison? Non, ce qui nous tient à cœur, c'est le retour de la démocratie en Côte d'Ivoire. Quand on dit retour de la démocratie en Côte d'Ivoire, cela regroupe le retour des exilés en Côte d'Ivoire, la libération de tous les détenus, y compris le président Laurent Gbagbo avec le président Affi-Guessan, le dégel des avoirs des gens qui ont été gelés, des gens qui, bien qu'ayant l'argent dans leur compte, ne peuvent pas se soigner et qui meurent tous les jours. Je crois que ça, c'est difficile à supporter. Et nous avons foi. Nous avons foi en Dieu et nous pensons que nos amis vont sortir. J'ai un adage, enfin, on a dit des miliciens libériens, quand on était à Abidjan, qui disaient « No Gbagbo, no peace ». Vous partagez cette assertion? En tout cas, moi, je ne les ai pas rencontrés. Je ne les ai pas vus. Bon, si je le réponds à mon compte, s'il n'y a pas de Gbagbo, selon vous, il n'y aura pas de paix en Côte d'Ivoire? Non, non, c'est pas... Je vous ai déjà dit que nous ne sommes pas dans une situation de guerre. Le FPI n'a pas de branche armée pour dire que nous allons faire la guerre. Mais ce que nous demandons simplement, c'est qu'on nous permette de parler. Qu'on nous laisse la liberté de travailler, de faire fonctionner notre parti, qu'on nous laisse cette liberté de manifester soit notre joie ou bien notre mécontentement. Je crois que c'est sur ce terrain-là que nous sommes forts et que nous sommes véritablement imbattables. Et c'est ce qu'ils ne veulent pas. Ils ont peur de nous laisser parler. Alors quand on dit par exemple que si on ne libère pas Gbagbo, il n'y aura pas la paix, c'est pas peut-être en prenant des armes, mais qu'on nous laisse parler. Et si on nous laisse parler là, eh bien notre parole constitue aussi une arme. François Hollande est président de la France, c'est un socialiste comme vous, au FPI, un espoir certainement? Oh, peut-être que, mais je ne pense pas que les choses changent systématiquement. Les choses ne peuvent pas changer systématiquement. Ce n'est pas un problème entre deux individus où on peut s'asseoir et puis régler et ça reprend, mais c'est un problème d'État à État, donc ce sont des choses qui vont certainement marcher progressivement. Peut-être que les choses ne fonctionneront pas comme avant, où sous un coup de téléphone de Sarkozy, eh bien, c'est la brutalité, c'est l'arrestation à tous azimuts, à gauche, à droite. Peut-être que François Hollande, le Parti Socialiste, ne feront pas cela. Donc c'est déjà mieux. Voilà. C'est déjà mieux, et je pense qu'avec le temps, certainement que chacun comprendra mieux ce qui se passe en Côte d'Ivoire et qui serait intéressant pour toute l'Afrique que Gbagbo soit mis en liberté. Ça fait plus d'un an que Gbagbo n'est plus avec vous, en tout cas proche de vous. Certainement, il verra cette vidéo sur le net. Qu'est-ce que vous avez à lui dire? Mais Gbagbo est un monument.
un grand homme. Et nous lui disons simplement beaucoup de courage, que nous sommes là. Nous l'attendons, nous travaillons pour sa libération, nous travaillons pour tous les Ivoiriens, nous travaillons pour que le parti tienne, nous travaillons pour l'éveil de tous les Ivoiriens et pour l'éveil de toute l'Afrique, que la démocratie revienne, parce que la démocratie, depuis l'arrestation de Gbagbo, a foutu le camp. Donc il faudrait que la démocratie revienne, que le jeu démocratique soit pratiqué en Côte d'Ivoire, mais à travers toute l'Afrique pour le bonheur de toutes les populations. C'était moi, je vous remercie. Merci.